Ok, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet webinaire sur les pathogènes et biosécurité dans l'élevage avicole, COVID-19 et confinement, ressemblances et différences. Cette conférence sera donnée par Dr Amir Ben-David, vétérinaire, spécialiste en pathologie aviaire et sera enregistrée. Comme ça, et nous allons le télécharger et vous puissiez le regarder à nouveau et le partager avec vos amis et vos collègues qui ne pouvaient pas être présents ici avec nous. Si vous avez des questions pendant la conférence, vous pouvez utiliser le bouton chat. Vous voyez le chat? OK. Alors, posez vos questions et Dr Ben-David fera de son mieux de vous répondre à la fin de la conférence. Je vois parmi nous de nombreux visages et des noms familiers. Alors, je vous salue tous les anciens stagiaires, et les anciens et les anciennes stagiaires. Ça me fait énormément plaisir. Et je vous vois. Hola. Voilà. Et à la fin de la conférence, si vous avez le temps, je vous demande de rester quelques minutes et comme ça, nous pourrions causer quelques minutes. OK? Alors, sans plus tarder, je suis heureuse d'inviter Dr Amir Ben-David pour commencer la présentation. Amir. Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous avez bien fêté la fête de Korité et les musulmans d'entre nous et la fête de Korité de Eid el-Fitr qui vient le dernier jour, c'est aujourd'hui. Et nous, les Juifs, nous allons fêter le fin de semaine et la Pentecôte juive. Et je comprends que vous, les chrétiens d'entre nous, vont aller fêter la Pentecôte la semaine prochaine, au début de la semaine. Alors, bonne fête à nous tous. Donc, et nous allons commencer. Et ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin vétérinaire spécialisé en aviculture et j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans le domaine de la volaille, seulement dans le domaine de la volaille en Israël. Je suis spécialisé en pathologie aviaire et nous allons parler, nous allons profiter du fait que nous avons une épidémie humaine, la COVID-19, et nous allons voir les ressemblances, etc. Et nous allons voir ce que nous pouvons avoir comme conséquence de l'épidémie humaine aux maladies des volailles. Alors, commençons-en par la présentation. Un moment. Alors voilà, est-ce que tout le monde voit et est capable de voir ce qui est écrit? Je commence. Et alors, nous parlons de pathogènes et à un moment, j'ai un problème ici. Un moment. Share screen. Alors voilà, et donc pathogènes et biosécurité dans l'élevage avicole, COVID-19 et confinement, ressemblances et différences. Et il s'agit, quand nous parlons de COVID-19, il s'agit de virus corona. Et ce virus corona, vous le voyez en 3 dimensions ici, tel qu'il est apparemment existant, avec des spicules rouges qui projettent de l'enveloppe du virus. Et ici, une photo de 2 dimensions. Cette photo qui a nommé fameuse la virologue écossaise June Almeida, qui était au début de sa vie une technicienne, mais qui s'est mise dans le microscope électronique et qui est devenue spécialiste. Et c'est elle qui, en fait, a découvert les virus corona dans les années 60. Ces virus-là
qui ont infecté, entre autres, la volaille. Et nous avons d'autres souches de virus corona qui affectent les humains. La SARS que nous connaissons tous du début du 21e siècle, en 2003, l'épidémie mondiale, la SARS, le syndrome respiratoire aigu et soudain. Et nous avons aussi une autre épidémie qui était de plus petite envergure mondiale, le MERS, un virus corona qui s'est confiné au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Irak, Jordanie, etc., mais qui est arrivé aussi, entre autres, à la Corée du Sud et qui a causé des mortalités et des gens malades. Pourquoi? Parce que tous ces virus-là, la COVID-19, la SARS, la MERS, sont de nouveaux, entre guillemets, nouveaux pathogènes qui ont créé tous des épidémies plus ou moins nationales ou mondiales. Et la raison et ceci a été causé à cause du fait que ces virus-là sont transmis facilement entre les humains et les humains voyagent dans le monde. Et certains sont asymptomatiques, mais ils contagient les autres sans le savoir. Et les mesures de sécurité pour la population qui ont été prises à propos de cette épidémie-là qui est encore existante aujourd'hui, c'est entre autres le confinement et la séparation stricte et isolement de populations vulnérables et sensibles. Ici en Israël, les maisons de retraite des gens âgés ont été fermées, personne n'avait la possibilité d'y entrer. Mon père était dans une de ces maisons, on ne pouvait pas le visiter évidemment, et les autres personnes ont pris d'autres mesures d'hygiène, c'est-à-dire l'alcool gel avec les mains et des masques sur la figure. J'ai vu qu'une partie des participants dans ce séminaire web ont des masques sur eux. Aujourd'hui, chez nous, à la maison, nous n'avons pas besoin, seulement quand nous sortons dehors. Évidemment, une des possibilités pour guérir les gens est la chimiothérapie, mais elle n'existe pas du moment qu'il s'agit d'un virus, donc c'est un problème. La chimiothérapie n'est pas efficace, sauf pour la maladie de la grippe aviaire et la maladie de herpès. Il n'existe pas de chimiothérapie, de médicaments contre les virus. Et le vaccin, étant donné que c'est une nouvelle éruption de maladie et d'un nouveau virus, d'une nouvelle souche, il n'existe pas et il faut en créer. On parle à la rigueur de façon optimiste de septembre qu'on aura un vaccin effectif pour l'humanité. Et toutes ces mesures de sécurité qui ont été prises, le confinement, les masques, l'alcool gel, etc., ont été dans le but d'éviter et de ralentir la propagation de l'infection, à la rigueur, et l'éviter complètement. Deuxièmement, une deuxième mesure qui a été prise, c'est essayer d'identifier le pathogène, trouver un test efficace pour le diagnostic. Efficace, ça veut dire aussi rapide, produire un vaccin et en même temps arriver à une immunité qui soit de la population, une immunité grégaire, collective, que tous les gens soient immunisés vaccinés naturellement par le virus qui se promène dans le monde. Et de cette façon, l'intensité de la maladie va être moindre. Alors ça, ce sont les mesures que nous prenons pour les humains. La question est de savoir comment ça se fait pour les animaux et plus spécifiquement dans le cas de la volaille, la raison pour laquelle nous sommes réunis tous ici. Alors voilà. Et tout d'abord, pour vous signaler, dans l'élevage avicole, nous avons un virus corona, en fait deux, mais ce qui est le plus commun, le plus connu, c'est le virus de la bronchite infectieuse qui affecte en fait seulement les poules, soit poulets de chair, soit pondeuses, etc., pas les dindons.
Et ce virus-là est connu et a été identifié, entre autres, par John Almeida, comme je vous l'ai dit auparavant, dans les années 60, malgré que la maladie était connue déjà dans les années 40 du XXe siècle, c'est-à-dire depuis presque 100 ans. Et la bronchite infectieuse, ça c'est un des virus. Et il existe un vaccin contre la bronchite infectieuse, nous allons peut-être en parler plus tard. Et un autre virus qui a été découvert et qui a causé plus de problèmes dans l'élevage du dindon, le Tucker coronavirus. Nous n'allons pas en parler parce que je comprends que la majorité des gens qui participent ici ne font pas d'élevage de dindons. Ce n'est pas quelque chose de très connu et répandu en Afrique. Maintenant, en ce qui concerne la bronchite infectieuse, nous avons le problème avec le virus, c'est malgré le fait que nous avons un vaccin, nous avons plusieurs sérotypes et le vaccin ne couvre pas de façon entière tous les sérotypes qui existent. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, nous avons une éruption d'une nouvelle souche qui a été découverte, vous allez le voir tout de suite, en 2003, entre 1997 et 2003, la souche QX chinoise et qui a été identifiée aux Pays-Bas quelques années plus tard et qui a été nommée la D388, et le même sérotype qui a été découvert ici en Israël, le variant 2. Et le problème avec cette souche de bronchite infectieuse, c'est qu'ils infectent les petits poussins à très jeune âge, entre 2 et 4 semaines, plus ou moins. La maladie passe presque inaperçue. Et comme je vous l'ai dit, par rapport aux humains, on pourrait dire des malades asymptomatiques qui n'ont pas de signes de maladie. Mais les symptômes dans le troupeau arrivent et apparaissent lors de la maturité sexuelle. Et nous parlons surtout de pondeuses, pas les mâles. Et les pondeuses, ce qui arrive, c'est que quand l'infection se fait entre 2 et 4 semaines, comme je vous l'ai dit, par cette souche spécifique, une des 3 que j'ai signalées tout à l'heure, on a un problème avec l'utérus qui devient une grande cyste pleine d'eau et la pondeuse apparaît extérieurement féconde avec une grande crête et très, très active, mais elle ne pond pas d'œufs. Et la raison de la fosse de ponte, c'est le fait que l'utérus, l'oviducte, est plein de liquide, une grande cyste, et il ne peut pas fonctionner comme un oviducte normal, malgré que l'ovaire est bien développé, la raison pour laquelle nous voyons la crête bien développée de cette pondeuse. Et c'est pour ça que nous les appelons des fausses pondeuses, parce qu'elles apparaissent normales comme une pondeuse normale, mais elle n'est pas capable de pondre. Et de ce fait, nous avons une très grande prête, parce que moi j'ai été témoin d'un de ces troupeaux au début de l'épidémie et au début des années 2000 ici en Israël. Et dans ce poulailler, il y avait 30% de fausses pondeuses. Vous imaginez ce que c'est? 30%, c'est la perte. Et ceci pouvait être évité si nous respections quelques règles dont nous allons parler dans un moment. Maintenant, une autre chose que nous voyons, c'est l'apparition de soi-disant nouveaux pathogènes, le syndrome de chute de ponte que vous voyez ici en 1976, un virus qui a été intégré dans le monde de la volaille et à moyen d'un vaccin atténué, et le virus de l'anémie et des poules en 1990, le problème de Salmonella enteritidis, cette bactérie qui a passé une mutation, probablement on ne sait pas lesquelles, en 1986, qui a affecté à la fois la volaille et les humains. Nous continuons par la maladie de Gumboro, le virus qui a aussi passé une mutation
dans les années 90 et j'ai été témoin. C'est l'année où j'ai commencé à travailler comme vétérinaire de volailles et j'ai été témoin à des poulaillers où la mortalité était de 100% de poulettes. OK? Le virus qui était connu et dont on utilisait contre un vaccin, mais ce virus a passé une mutation qui a causé une maladie extrême et ça a duré 1 an jusqu'à ce que nous avons réussi à produire un vaccin effectif ici en Israël qui est très, très efficace et qui a évité toute cette mortalité. Mais juste pendant cette année-là, les poulaillers subissaient entre 50 et 100% de mortalité de poulettes pondeuses. Dans les poulets de chair, il y avait moins parce qu'ils sont moins sensibles que les poulettes pondeuses à cette maladie. Évidemment, vous connaissez tous la grippe aviaire qui a de nouveau un virus qui a été muté et qui a causé à la fois de très grandes mortalités dans le monde aviaire, dans la volaille, surtout dans les dindes, parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles au virus de la grippe aviaire que les poulets, ce qui ne veut pas dire que les poulets ne sont pas sensibles à ce virus, mais cette souche H5N1 a causé de très, très hautes mortalités. Et évidemment, vous savez l'histoire qu'une partie de ce virus a causé des mortalités aussi chez les humains, mais la barrière de passage entre humains et volailles est très, très difficile pour ce virus, mais il l'a passé quand même. Le fait est que, du fait que 200 à 300 personnes dans le monde pendant cette épidémie mondiale sont mortes à cause de ce virus. Et nous avons aussi le virus, comme je vous l'ai dit, le QX, la souche QX de la corona et de la bronchite aviaire qui cause beaucoup de problèmes jusqu'à nos jours et le virus n'est pas toujours effectif. Et chaque fois que nous avons un nouveau pathogène, entre guillemets, et soit c'est un nouveau pathogène tel que l'anémie infectieuse des volailles ou bien le syndrome de chute de ponte en 1976, soit des souches qui ont muté et qui sont devenues beaucoup plus virulentes pour le monde aviaire. Nous avons la catastrophe et jusqu'à ce que nous avons un nouveau vaccin qui soit efficace, beaucoup de mortalité, beaucoup de problèmes et évidemment nous avons besoin aussi d'examens de laboratoire qui soient efficaces et ceci, tout ça prend du temps et une partie des dégâts pourrait être évités. Comment et qu'est-ce qu'on fait? Biosécurité. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le monde humain. Les masques, l'alcool-gel, le confinement, ce sont tous des mesures de biosécurité pour essayer de mettre les populations sensibles en sécurité d'un côté et d'éviter l'infection d'autres humains. Et dans notre cas, maintenant, nous allons parler spécialement de la volaille et qu'est-ce que nous faisons quand nous parlons de biosécurité. Alors, un autre cas de grippe aviaire pour vous montrer ce qui s'est passé ici en Israël en 2006 lors de la grippe aviaire qui a été ici et qui a causé des mortalités atroces dans le monde des dindons. Et tout ça, une partie aurait pu être évitée si les règles de biosécurité auraient été respectées. Alors, nous voyons ici les deux communautés, et c'est en hébreu, mais peu importe les noms, c'est aussi un kibbutz et un autre kibbutz, et les gérants de ces kibbutz habitaient dans ces deux communautés-là. Et c'est eux qui ont transporté, étant donné qu'ils ne se sont pas douchés quand ils sont entrés dans les poulaillers, ils n'ont pas changé de vêtements, les mêmes vêtements avec lesquels ils étaient ici, le soir, ils sont arrivés chez eux avec les mêmes vêtements. Dans ces communautés-là, il y avait des poulaillers, ici des poulaillers de parentaux et de dindons, ici de poulets de chair, c'était la catastrophe. Et ces deux infections-là auraient pu être évitées
inclut la mortalité et les dégâts économiques si les gérants de ces deux poulaillers auraient respecté les règles de biosécurité. Autre chose que vous pouvez voir, quelques jours après, on voit ici une nouvelle infection dans deux autres kibboutz. Ça, c'est un kibboutz et ça, c'est un moshav. Et ceci à cause du fait que, de nouveau, les règles de biosécurité n'ont pas été respectées. Et je parle spécifiquement dans ce cas-là, dans cette infection-là, de problèmes de distance entre les poulaillers. Maintenant, allons-y en ce qui concerne les principes de biosécurité à respecter dans le monde de la volaille. Quatre ou cinq principes en général. Et le premier principe est en fait le plus important de tous, c'est un seul âge, une seule espèce. C'est-à-dire que dans une communauté, soit un village en Afrique, soit dans la ville, nous devons avoir une seule espèce, une seule souche de volaille et un seul âge. Et quand je parle d'une seule espèce, ça veut dire dans le monde des poulets, des poules et des poulets, soit des poulets de chair, soit des pondeuses. Nous ne pouvons pas avoir dans le même village un élevage de poulets de chair et un élevage de pondeuses, parce que tout d'abord, les poulets de chair sont toujours plus jeunes que les pondeuses, d'un côté, et deuxièmement, à cause ou grâce, ça dépend de quel point de vue on regarde les choses, ce sont deux animaux complètement différents, leur taux de croissance diffère, l'indice de consommation et de même la sensibilité à différentes maladies du monde avicole diffère complètement. Juste pour vous donner un exemple, un dont nous venons de parler, c'est le fait que les pondeuses sont très très sensibles au virus de Gumball et si elles ne sont pas vaccinées à temps ou bien si elles doivent faire face au virus avant d'être vaccinées parce qu'on ne peut pas vacciner à n'importe quel âge, nous pouvons arriver à une mortalité de entre 50 à 100%. Le même virus qui attaque les poulets de chair, peu importe à quel âge, nous allons arriver au maximum à 30% de mortalité. Donc, vous voyez une différence. Autre différence, c'est la coccidiose. Les poulets de chair sont beaucoup moins sensibles que les poulets de pondeuse à la coccidiose. Donc, nous parlons de différence de sensibilité de deux animaux différents, une seule souche dans le village ou dans la ville. On ne peut pas élever et avoir de bons résultats si nous élevons les deux. Je ne parle pas même dans la même ferme, évidemment. Je parle dans la même communauté. Un seul âge, ça veut dire soit des poussins, soit des poulettes, soit des adultes. Si nous avons dans un village et seulement des poulets de chair, mais à plusieurs âges, vous comprenez que les petits poussins ne sont pas encore vaccinés contre des maladies que les grands poulets de chair sont déjà vaccinés, donc ils sont sensibles, donc ils vont être infectés et à cause de ça, de mauvais résultats. Et au fur et à mesure que nous avançons, ces poussins-là qui vont résister, une partie de ces poussins qui vont résister à la maladie vont être humanisés, mais ils sont des transmetteurs de pathogènes qui vont transmettre à l'autre poulailler qui était avant à un âge élevé et qui maintenant élève des poussins. Donc, c'est une roue qui ne cesse pas et pour arrêter cette infection entre les poulaillers, le ping-pong comme je l'appelle entre les poulaillers, il faut arriver à ce qu'il y ait un seul âge, une seule espèce. De même pour les poulettes, de même pour les pondeuses et les poulets de chair. Voilà donc. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième principe, c'est les distances entre les poulaillers. Je vous rappelle, ceci ici, les distances ont donné la possibilité au virus d'être transmis entre les différents kibbutzim et moshavim et créer une vraie catastrophe dans ce domaine. Et donc, les distances. Les distances ne sont pas absolues, mais les distances doivent être
doit être en fonction de quantité de fermes qui se trouvent dans le village ou dans la ville ou dans l'enceinte dont nous parlons, d'un côté. Et plus les fermes sont grandes, nous avons une masse biologique beaucoup plus grande. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de diffuser beaucoup plus de virus que si nous avions une petite ferme. C'est-à-dire une petite ferme de 100 poulets de chair ne va pas transmettre autant de quantité de virus, supposant qu'elle est atteinte, ne va pas transmettre autant de quantité de virus qu'une ferme de 1 million dans la même place. Et donc, plus les fermes sont grandes, plus les distances doivent être grandes. Ce n'est pas seulement à cause des problèmes de quantité de virus qui sont diffusés, mais aussi du risque que vous prenez. Plus les fermes sont grandes, plus ils coûtent d'argent et plus le gain est mis en danger. Et donc, pour protéger d'un côté les animaux, mais nous devons nous rappeler que nous les élevons aussi pour gagner de l'argent. Si nous voulons en profiter financièrement, économiquement, il faut agrandir les distances. Et les distances, ici, nous parlons des distances de kilomètres entre des poulaillers de poulets de chair. Des kilomètres, pas des dizaines de mètres, pas 300 mètres, etc. Des kilomètres, parce que nous avons de grandes unités d'élevage ici en Israël. Et quand nous parlons de parentaux ou de grands-parents, nous parlons de dizaines de kilomètres d'écartement entre le poulailler le plus proche. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas mettre en danger ce poulailler, cette ferme qui coûte extrêmement beaucoup d'argent. Et une autre chose qui influence les distances entre les fermes, les poulaillers, c'est la topographie. Dans la plaine, le vent transmet beaucoup plus facilement les pathogènes que si nous nous trouvons en montagne. Alors donc, quand nous nous trouvons dans la montagne, comme dans le Negev, ceux d'entre vous qui ont été ici en Israël et savent les immenses plaines que nous avons au sud du pays, nous devons respecter des dizaines de kilomètres entre chaque ferme et les écarter évidemment des routes principales parce que sur ces routes-là, des volailles sont envoyées à l'abattoir. Évidemment, il faut tenir en compte la souche de volailles que nous élevons. Il y a des souches de volailles plus sensibles, il y en a de moins sensibles. Alors, en fonction de ça, nous pouvons diminuer ou nous devons agrandir les distances entre les fermes. Évidemment, la longévité de l'élevage, le nombre de cycles d'élevage et tout ça revient au coût que nous mettons en risque dans l'élevage là, la quantité d'argent que nous mettons en risque. Et voilà donc. Maintenant, quand nous parlons autre chose d'hygiène, et le troisième principe, les fermes doivent être, les poulaillers même doivent être avec du grillage et tout autour de la ferme, nous devons avoir du grillage pour éviter que les gens puissent rentrer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans l'exemple de la grippe aviaire qui a atteint le sud du pays et à cause du fait que les gens entraient et sortaient librement dans ces fermes malgré le grillage, sans respecter aucune règle de biosécurité, ils ont transmis eux-mêmes, pas le vent, pas des camions, eux-mêmes ont transmis la maladie à quelques dizaines de kilomètres, 80 kilomètres au-delà, le même jour ou quelques jours après. Alors, voyons donc, voilà donc l'importance du grillage pour éviter que les gens, le grillage autour de la ferme, pour éviter que les gens et les animaux y pénètrent librement sans passer par la douche et sans changer de vêtements. Deuxièmement, la ferme doit être propre. Tous les alentours, tout autour des poulaillers, tout doit être propre. Et je vais vous montrer tout de suite des photos de comment ça doit être et comment ça ne doit pas être.
Et entrer dans la ferme, évidemment, comme je le répète toujours, après une douche et changement de vêtements. Moi-même, quand je travaillais activement dans le domaine, pendant des années, il y avait des jours où je prenais 8 à 10 douches chaque fois que je rentrais et je sortais d'une ferme et d'une ferme à l'autre, etc. Et si je passais 4, 5 fermes le même jour, c'est 2 fois la douche à l'entrée et à la sortie. Faites le calcul, 8, 10 choses. Pour moi, c'est une douche, c'est vrai, ce n'est pas très sympa, mais pour l'éleveur, c'est beaucoup d'argent à risquer. Et ce n'est pas la peine de le risquer, surtout si c'est le vôtre. Et voilà donc une ferme ici en Israël, la photo d'une ferme. Vous voyez le grillage et regardez ces silos ici qui se trouvent près des poulaillers, mais le ravitaillement avec des aliments se fait en dehors du grillage. Les camions ne rentrent pas dans la ferme. Il est interdit de rentrer et de cette façon, par les tuyaux-là, les aliments sont transmis dans ces silos. Vous voyez ici, et ici, et ici. Vous voyez la bâchée ici qui se trouve hors de la ferme. Elle ne rentre pas dans la ferme. Elle n'est pas autorisée. La ferme doit rester propre. Les tanks de gaz que vous voyez ici sont hors de la ferme pour que les camions à gaz qui viennent ravitailler le gaz ne rentrent pas dans la ferme même. Vous voyez aux alentours, la ferme est isolée. Nous ne voyons pas de poulailler dans les alentours. Pourquoi? Parce que c'est une grande ferme et en relation à ce qui se passe aujourd'hui ici en Israël, c'est une petite ferme. Et malgré ça, on prend les mesures de biosécurité. Nous avons ici des fermes. J'ai suivi comme vétérinaire, j'étais le vétérinaire de ferme, j'étais chargé de ferme où on élevait par cycle 1 million de poulets de chair. Vous vous imaginez quel risque et combien d'argent sont en risque. Et vous voyez ici la porte d'entrée après la fin du cycle pour pouvoir nettoyer la ferme. Et vous voyez de nouveau les tuyaux de ravitaillement des silos d'aliments pour les fermes afin que les camions ne rentrent pas. Et voici les camions qui mènent les aliments des fermes. Et vous voyez ces pompes avec les tuyaux qui s'attachent aux tuyaux ici, dehors, et qui fait entrer les ravitailles et la ferme avec des aliments. Et après qu'ils ont fini leur tournée, ils passent par une douche pour désinfecter le plus possible. Et voici ici un autre exemple de camion qui mène les aliments, qui n'entrent pas dans la ferme. Et ici, vous voyez les camions qui emmènent le gaz pour ravitailler de gaz hors de la ferme. Et voici un exemple d'une ferme avicole où les règles ne sont pas respectées. Vous voyez les voitures dans la ferme même. Et ces voitures-là devaient être en dehors de la ferme. Ces voitures-là, personne ne sait où elles ont été, quels pathogènes elles mènent avec elles, etc. Et ici, de même, malgré que c'est une ferme en construction, je peux vous dire que les règles ne sont pas respectées parce que vous voyez les silos d'aliments et pour les ravitailler, il n'y a pas des tuyaux qui sortent hors de la ferme. Les tuyaux vont être ici, donc les camions vont devoir entrer ici pour ravitailler les aliments. De même ici, vous voyez, les tuyaux n'aboutissent pas hors de la ferme, mais ils sont dans la ferme. Et voyez ici un camion qui se promène dans la ferme. Et les camions qui mènent des aliments ont visité d'autres fermes et nous ne savons jamais quel est le statut pathologique et de maladie, etc., de la ferme où ils ont été, et le chauffeur non plus. Et pour éviter cet inconnu, je vous rappelle ce système-là. Grillage, hors de la ferme, on n'entre pas dans la ferme, personne n'a rien à faire, sauf le vétérinaire et le gérant de la ferme. Et voici d'autres exemples où les règles de biosécurité ne sont pas respectées. Et autre mesure à prendre, c'est l'hygiène, la source d'eau potable,
la source d'aliments de bonne qualité afin d'avoir un bon résultat et un bon élevage. Et enfin arrive la fin de l'élevage et le quatrième principe, la quatrième règle de biosécurité doit être le nettoyage et de désinfection après chaque cycle. Après chaque cycle, tout d'abord, avant la désinfection, il faut nettoyer à sec la ferme, les poulaillers de toute matière organique qui se trouve là-bas. S'il reste de la matière organique, cette matière organique va neutraliser tout désinfectant que nous allons utiliser. Et donc, nous pensons que nous avons désinfecté la ferme, mais ce n'est pas le fait. Alors, c'est pour ça, ce qui est le plus important, la première chose à faire, c'est après que les poulets ont quitté la ferme, peu importe si ce sont des poulets ou des pondeuses, nettoyer à sec de toute matière organique, litière, aliments, ne pas laisser des aliments entre cycles et les plumes. Ensuite, on lave les poulaillers et la ferme avec des détergents. Et laver, ça veut dire que le sol dans le poulailler même est en béton ou en goudron. La terre ne peut pas être désinfectée ni nettoyée conformément, surtout pas de matière organique. Et enfin, après que nous avons fait tout ça, désinfection. Chose non moins importante, vous voyez ici cette ferme-là, l'espace entre les poulaillers est libre et propre. Ici, nous avons de la végétation. Cette végétation-là attire de la matière organique et elle-même est de la matière organique. Et ceci n'est pas favorable ni au nettoyage, ni à la désinfection. Et cette végétation-là peut conserver beaucoup de pathogènes qui vont être transmis en fait au prochain cycle. Alors, une ferme doit être propre, telle que vous la voyez ici. Pas de végétation, rien. Et la dernière chose à respecter en ce qui concerne le nettoyage, c'est le vide sanitaire qui est très, très important. Et le vide sanitaire, en principe, en général, dans les poulets de chair ou les pondeuses, on parle de 2 semaines environ. Pourquoi 2 semaines? Parce que c'est le laps de temps qui met à détruire 99% des pathogènes et qui disparaissent pendant ce temps-là. Moins nous aurons une masse beaucoup trop élevée de pathogènes qui vont infecter les nouveaux poussins qui sont sensibles étant donné qu'ils ne sont pas encore vaccinés contre des pathogènes. Et de pathogènes, je parle des bactéries, des virus, coccidioses, etc. Et ceux qui font l'élevage avicole connaissent ça. Et donc, le vide sanitaire est très, très important. Deuxièmement, le vide sanitaire, surtout dans des pays chauds comme en Afrique ou comme ici, profite du fait que la chaleur est un désinfectant en elle-même. Et donc, la chaleur et la sécheresse qui nous sont données gratis, sans payer, il faut en prendre profit et l'utiliser. Et une autre raison de respecter le vide sanitaire. Et le quatrième principe à respecter, donc les vaccins, pas toujours efficaces, mais il faut les utiliser quand même. Et quand nous parlons de vaccins, programme de vaccination selon la souche de volaille, selon les maladies qui existent dans chaque pays ou dans chaque région ou dans chaque ferme, et évidemment les souches de pathogènes qui existent dans le pays pour chaque pathogène. Le programme doit être labile selon les circonstances. Il ne faut pas, en Afrique, imiter le programme de vaccination qui existe en Europe, parce qu'en Europe, nous avons d'autres problèmes. En Israël, nous n'allons pas respecter et suivre le programme de vaccin qui existe en Europe parce que nous avons d'autres souches, nous avons d'autres problèmes, nous avons un autre système d'élevage qu'en Europe et de même en Afrique. Et c'est pour ça, quand vous utilisez les vaccins, il faut y penser, il faut faire face à un vétérinaire qui comprend parce que beaucoup de fois, nous utilisons des souches atténuées de vaccins qui n'existent pas dans notre pays et de ce fait-là, nous importons nous-mêmes
Nous-mêmes, malgré les règles de biosécurité, nous importons dans notre poulailler des sources de maladies parce que les vaccins atténués sont en fait des pathogènes atténués qui peuvent être causer de très grandes maladies ensuite. Et nous avons beaucoup de principes, mais la question de vaccin, c'est issu à une autre présentation entière et à la rigueur deux. Et peut-être que Tammy va nous organiser dans un futur une autre conférence et à laquelle nous allons peut-être parler de vaccins, comment les utiliser, etc. Alors, je voulais vous présenter seulement le principe. Et quand nous faisons accès à un élevage, nous devons toujours nous rappeler que cet animal-là, qui est un animal vivant, est issu et sensible à beaucoup de pathogènes qui viennent soit des vaccins même, mycoplases, des virus qui se trouvent dans l'air, ainsi que des bactéries. Mais nous avons aussi des facteurs inconnus comme des facteurs d'immunosuppression que nous ne connaissons pas toujours, le stress de l'élevage même et les facteurs ambiants, chaleur, froid et faute d'aération, etc. Il faut prendre ça en considération. Et la troisième chose, et la dernière chose que je voudrais vous présenter, ce sont deux beaux poulets, un mâle et une femelle, qui sont très très beaux et que vous allez peut-être à la rigueur considérer comme des poulets. Moi, je les considère comme des réservoirs de pathogènes qui ne doivent pas être dans la région où on fait un élevage intensif, plus ou moins de volailles pour soit poulet de chair, soit pondeuse. Ce sont des réservoirs de facteurs pathogènes. Et rappelez-vous, toujours quand vous voyez ces volailles-là, ces poulets cyclistes qui se promènent dans le village, ils doivent être éloignés de votre ferme. Votre ferme, elle a un seul but, de gagner de l'argent, vous mettez en risque votre argent. Je vous remercie de votre attention et de votre participation. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Et maintenant, Tammy va nous lire les questions que vous avez transmises en chat. Ok, alors merci beaucoup Amir et c'était très très intéressant. Et déjà, il y a une question et moi je vais joindre à cette question. C'est la plupart des participants dans cet webinaire viennent de l'Afrique et la question c'est comment conseiller la population villageoise qui pratique l'élevage de poulets traditionnels et à respecter les mesures sanitaires. Parce que c'est très important. Et toi, tu nous as montré des poulaillers ultra modernes. Et c'est bien, mais la plupart des agriculteurs et agricultrices en Afrique, ils ont des petits poulaillers. Alors, comment on peut les aider? Alors, je vois que, et je connais l'Afrique comme une partie de vous le sait déjà, et j'ai été en Afrique. Et en ce qui concerne l'Afrique, alors, une des meilleures mesures et pour les petits villageois qui font un petit élevage, c'est de choisir des souches qui ne sont pas telles que nous utilisons en Europe ou en Israël, mais des souches qui croissent beaucoup plus lentement et donc sont issues et sujettes à moins de stress dans l'élevage et donc plus résistantes à des pathogènes qui existent chez vous. Ça en ce qui concerne. Deuxièmement, il ne faut pas prendre les quantités de volailles que nous utilisons en Israël ou en Europe. Ici, nous mettons une densité de entre 16 et parfois 17 poulets par mètre carré. En Afrique, à cause des conditions qui existent, d'un côté, une souche qui est plus résistante à la maladie et qui donc, malheureusement, grandit plus lentement, mais grandit quand même avec moins de mortalité qu'une souche bien sélectionnée à l'élevage. Et
une densité beaucoup plus basse, 10, 9, il vaut mieux gagner moins que perdre de l'argent. Ça, c'est une règle. Et utiliser des vaccins que vous savez qui sont efficaces. Et pour ça, il faut faire appel à un vétérinaire qui s'y connaît dans la volaille, qui s'y connaît dans les vaccins que vous avez chez vous. Et de cette façon, faire ça. Troisièmement, ne pas laisser les gens entrer, à n'importe qui entrer dans le petit poulailler que vous avez. La même personne qui est en charge, elle seule doit être dans le poulailler et essayer d'écarter le plus possible le petit poulailler de 500, 600, 1000 sujets d'autres poulaillers. Surtout si ce sont des poulaillers et des poulets jeunes ou des poules jeunes de poussins, et se mettre en accord dans le village. Je sais que c'est compliqué, même ici en Israël, nous avons ces problèmes-là. Se mettre en accord avec tous les éleveurs que nous élevons tous en même temps. C'est-à-dire, nous recevons à un écart de 1 ou 2 jours, une semaine au maximum des poulets de chair. Nous les vendons tous ensemble et nous respectons un vide sanitaire de 2 semaines et nous recevons. C'est-à-dire que les cycles doivent être en cohérence dans le village. Est-ce que c'est clair? Allez-y. OK. Alors, il y a encore des questions. Une question, c'est quelle est... maintenant, il y a beaucoup de questions. C'est très bien. OK. Quelle est la durée de vide sanitaire pour les poulets pondeuses ou les poulets de bicyclette en Afrique? Je n'ai pas compris, quelle est la durée de la durée du vide sanitaire. Alors, en principe, pour les poulets de chair, c'est un cycle très court et 14 jours. Quand il s'agit de pondeuses, je préférerais, surtout si c'est en hiver ou en saison froide, que le vide sanitaire soit un peu plus long. Je suis conscient du fait que vous voulez gagner et profiter le plus possible du poulailler, mais en principe, pendant l'hiver, nous tendons à élonger le vide sanitaire. En été, pendant la saison sèche, comme je vous l'ai dit, la sécheresse, la chaleur, elle-même est un désinfectant. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas désinfecter évidemment la ferme, mais c'est aussi un désinfectant et donc nous pouvons nous restreindre à 14 jours. Mais le vide sanitaire doit être, et le vide sanitaire se compte au moment où la ferme a été nettoyée, lavée et désinfectée. Pas du moment où les poulets ont été vendus ou les pondeuses et envoyées comme pour réformer. D'accord? Voilà. OK. Alors, dans nos fermes dites modernes, on rencontre plusieurs types d'élevage comme les bovins, caprins, associés de la volaille. Quels sont donc les risques en termes de biosécurité? Très bonne question. En principe, c'est les porcins et les autres qui sont menacés par la volaille plutôt que vice-versa, du fait que un des pathogènes les plus importants qui met en risque ces mammifères du point de vue de la volaille, c'est la salmonella, évidemment. Il n'y a presque pas de pathogènes qui passent de mammifères et qui infectent la volaille. L'inverse est plus souvent. Et donc, vous devez prendre ça en compte et quand vous faites un élevage de plusieurs sortes d'animaux. Quelles sont les causes profondes de la chute de pente? Quelles sont les causes profondes de la chute de pente? Et c'est le syndrome de chute de pente. Alors, il y a plusieurs raisons pour des chutes de pente. Une et les plus communes sont des virus ou les mycoplasmes. La mycoplasme gallisepticum, qui est un agent pathogène qui infecte seulement la volaille et qui peut créer des chutes de pente. Le syndrome de chute de pente, la maladie de Newcastle, la grippe aviaire, le syndrome de chute de pente et la bronchite infectieuse évidemment et
l'encéphalite aviaire, il y en a plein. Et à cause du fait que nous ne voyons pas ces pathogènes, je vous rappelle de nouveau, pour éviter l'infection, nous devons respecter ces règles de biosécurité, pas pour éviter, mais diminuer le risque d'infection de ces poulaillers. Parce que éviter 100% n'existe pas. Nous vivons dans un monde, le but de la biosécurité est de diminuer au maximum, éviter si possible, l'infection de notre troupeau. OK. Alors, prochaine question. En Afrique et particulièrement au Cameroun, l'hygiène qu'on pratique est assez difficile. Car on peut désinfecter, mais construire avec des systèmes innovants, c'est assez difficile. Qu'est-ce que vous nous proposez? Est-ce que tu pourrais répéter de nouveau la question parce qu'il y a quelques mots que je n'ai pas compris. OK. Alors, au Cameroun, oui. Et en Afrique en général, particulièrement au Cameroun, l'hygiène qu'on pratique chez les villageois, c'est assez difficile. Car on peut désinfecter, mais construire avec des systèmes innovants, mais c'est assez difficile. Alors, alors, je pense que la question, c'est pour la construction. Est-ce qu'il y a certains conseils sur les constructions? Je pense que j'ai bien compris. Alors, tout d'abord, éducation, c'est un processus. Ça dure du temps et je crois que les jeunes aujourd'hui sont plus aptes à apprendre. Et ça veut dire que les vétérinaires ou autres gens qui sont conseillers dans ce domaine doivent venir et répéter et remontrer et démontrer les choses aux gens, d'un côté. Deuxièmement, les poulaillers doivent être construits, même s'il est petit, ils doivent être construits de façon à ce qu'on puisse, d'un côté, désinfecter, laver et nettoyer. Ce qui veut dire que le sol doit être soit en goudron, soit en ciment. Une grille autour, des murs et des murs qui n'encerclent pas le poulailler, mais une maille qu'on peut fermer quand il fait froid avec un rideau en violon et qu'on peut ouvrir quand il fait chaud pour aérer. La densité, etc. Et surtout, je vous rappelle, la première règle de biosécurité, une seule espèce, un seul âge, et qu'il n'y ait pas dans la cour à côté ou à la maison des poulets cyclistes, comme vous les appelez, des poulets qui se promènent et qui sont en fait d'un côté très beau et très exotique, mais des réservoirs de pathogènes que vous emmenez ensuite dans votre ferme, dans votre poulailler, quand vous entrez avec vos vêtements et avec vos chaussures avec les semelles où il y a de la litière ou bien des déchets de ces poulets. Je vous rappelle le problème que nous avons eu avec la grippe aviaire et lors de 2006, avec les gérants qui ont transmis à travers de 80 km en une journée ou deux le virus de la grippe aviaire, parce qu'ils n'ont pas respecté ces règles. D'accord? Alors, entrer, changer de vêtements, changer de sandales, avoir des poulaillers avec des sols cimentés ou goudronnés, des mailles et densité pas trop élevée. Nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Afrique. OK, très bien. Alors, est-ce que tu peux préciser, le corona des volailles, ça peut infecter les humains ou non? Et l'autre partie de question, c'est est-ce que les poulets sont affectés par le COVID-19 ou c'est un autre COVID? Bonne question, merci pour ceux qui ont posé cette question. Alors, premièrement, nous parlons de deux souches de coronavirus, la COVID ou la SARS ou la MERS. Ce sont des souches qui attaquent les mammifères seulement. Ils ne sont pas capables d'infecter les volailles et vice-versa. La bronchite infectieuse et la Turkey coronavirus ne sont pas capables d'infecter les humains, contrairement à ce qui se passe par exemple par la grippe aviaire. Et encore à la rigueur, très peu de gens ont été infectés par ce virus
le passage entre humain et volaille n'est pas si simple. Et si c'était le cas que les virus se ressemblaient, nous aurions à la rigueur un vaccin déjà prêt pour les humains, car il existe un vaccin pour la bronchite infectieuse. Ce n'est pas le cas et ce sont de souches presque complètement différentes, sauf le fait qu'elles font partie d'une grande famille qui s'appelle les coronavirus. Alors ça, c'est d'un côté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu une information dans l'Internet qu'on on accuse et on suspecte que le réservoir de la COVID-19 que nous avons aujourd'hui, c'est un mammifère, et tout de suite je vais me rappeler du nom, et pas une volaille. Mais ce n'est pas le margolin que nous pensions au début de l'éruption de la COVID-19, et c'est un autre mammifère. Le mink, en anglais ça s'appelle mink, tout de suite je vais chercher le nom en français. Alors, autre question, on a parlé beaucoup des vaccins et de traitements, mais est-ce qu'il y a un diagnostic disponible et facile pour vérifier la présence ou non-présence de la maladie? Quelle maladie? Ça dépend de quelle maladie. Ah, alors, ok. Ça dépend de quelle maladie. Et ici en Israël, nous avons des kits de ELISA qui sont très, très efficaces dans le champ. Nous n'avons pas besoin de laboratoire pour ça. Nous pouvons les faire fonctionner sur le champ même. Le problème est que ça coûte de l'argent et ils sont destinés à 3 ou 4 maladies, soi-disant la Mycoplasma gallisepticum et la Mycoplasma synoviae d'un côté. Deuxièmement, pour la Newcastle, la bronchite et le gomboro. Il faut savoir utiliser ces kits, mais ils existent. Mais pour ça, il faut les acheter. Ils ne sont pas bon marché, mais ils sont très pratiques parce que ça évite le besoin d'un laboratoire. Ce sont des kits qu'on peut faire fonctionner soit à la maison, soit sur le champ même. D'autres moyens de diagnostic, c'est le post-mortem, les signes pathologiques et les signes extérieurs dans le poulailler même, qu'un bon vétérinaire peut, sans l'aide de laboratoire, diagnostiquer. Le problème est, quand il s'agit de bactéries, que nous n'avons pas et que nous avons toujours besoin d'un laboratoire pour faire le test de sensibilité à quel antibiotique, mais ça, dans l'espoir de ne pas avoir de bactéries, et ça, on ne peut pas éviter, ça, on ne peut pas faire sur le champ. Ok, merci. Et il y a encore 2 questions rapides. D'abord, c'est dans la présentation, on a vu qu'à l'entrée des fermes, il y a une désinfection des véhicules. Et alors, est-ce que c'est recommandé aussi pour l'Afrique? Les véhicules, pendant l'élevage, ne rentrent pas dans la ferme. Parce que les véhicules, c'est la pire et le meilleur moyen de transmission de bactéries parce qu'ils passent toujours d'une ferme à l'autre. Alors, et deuxièmement, c'est une question psychologique, une question d'éducation. Si les véhicules ne rentrent pas, les gens ne vont pas rentrer et de cette façon, nous allons éviter ou diminuer de plus la possibilité de contaminer, d'infecter la ferme. Je vous le rappelle, j'avais des fermes où je marchais pendant 1 heure dans la ferme et je n'ai jamais fait entrer ma voiture, toujours à pied, après avoir fait une douche et changé de vêtements. On risque beaucoup trop d'argent. C'est votre argent à vous. Pourquoi prendre de risques? Je vous rappelle, la biosécurité et les règles dont je viens de parler maintenant n'est pas une promesse de 0% de maladie, mais c'est une promesse de diminuer au maximum la possibilité d'infection. Okay, alors plus on tient compte et plus on respecte ces lois, mieux vont être les résultats et même
si nous allons avoir des infections, nous n'allons pas avoir des co-infections de plusieurs pathogènes, parce qu'il y a des pathogènes que nous ne pouvons pas éviter, qui sont transmis par le vent, et c'est pour ça les distances, etc. Respecter ces règles. Elles ont été édites par beaucoup de gens après avoir souffert de beaucoup de pertes. Et ça marche, je vous l'ai dit, j'ai des statistiques, etc. Et si jamais nous aurons une autre conférence vidéo, c'est un autre sujet dont nous pouvons parler dans les vaccins et biosécurité et autres. OK. Alors, question sur l'orientation des bâtiments. Et quelle est l'orientation des bâtiments et de la présence de pédiluve et rotoluve? La direction des bâtiments et je n'ai pas compris les deux autres choses. Oui, moi non plus. Excuse-moi. Alors, quelle est l'orientation? Je n'ai pas bien entendu. La direction. Non. Et l'orientation des bâtiments d'abord. Oui, alors l'orientation doit être est-ouest, en principe. Est-ouest. L'axe de la longueur, est-ouest. OK. Et autre question. OK, attends, je sais. OK. Alors, en fait, de la pauvreté en Afrique, on voit très souvent l'élevage avicole en milieu urbain, dans l'environnement d'habitation, ce qui crée beaucoup de risques aux populations. Quelles recommandations à ce niveau? Alors, évidemment, les risques pour la population, c'est soit la grippe aviaire H5N1 si c'est au milieu de la ville, au beau milieu de la ville, d'un côté, et les salmonelloses en principe. Tous les autres pathogènes, comme je vous l'ai dit à propos des vaches et des troupeaux d'autres ruminants ou des porcins, la possibilité de transmettre des maladies entre volailles et autres animaux n'existe presque pas parce que nous avons de différentes souches qui affectent les mammifères et la volaille, sauf les deux que je viens de citer. La COVID-19 est définitivement pas issue de la volaille, malgré que nous avons des virus corona, de la famille corona dans la volaille, ils ne sont pas issus de la volaille. Le problème de poulailler, pardon, excusez-moi, le problème d'élevage dans la ville, c'est le problème de sanitation tout autour du poulailler et du fait que des gens que vous ne savez pas où ils ont été le matin s'approchent du poulailler et vous ne savez pas s'il y a un poulailler près de la maison, il y en a d'autres et pas loin de là-bas. Et donc, nous arrivons à ne pas respecter la première et la plus importante règle qui veut dire un seul âge, une seule espèce. Et en plus, dans les jardins des bâtiments, il y a toujours des poulets cyclistes ou des oies ou un ou autre dindons, des sources de pathogènes. Les poulaillers en Israël ne sont pas, d'abord pas dans les villes évidemment, mais même dans les villages, ils sont hors de la région où les gens vivent, hors du village. OK. Alors, Amir, il y a beaucoup de questions et très peu de temps. Alors, de façon succincte, qu'est-ce que tu peux partager les traitements symptomatiques en cas d'infection à bronchite? Répète la question, s'il te plaît. Et traitement en cas d'infection bronchite. Bon, alors, justement, c'est pour ça que nous avons besoin d'un vétérinaire, parce qu'un vétérinaire qui s'y connaît en maladie aviaire sait que quand il s'agit d'infection de bronchite aviaire, et c'est un virus et donc pas de médicaments. Pas la peine de traiter avec des antibiotiques. C'est inutile, c'est de la perte d'argent. Ça, c'est d'un côté. Quand nous avons affaire à des virus, Newcastle, grippe aviaire, bronchite et encéphalite aviaire, etc., ce sont des virus et la seule solution, c'est des vaccins pour
éviter ou diminuer l'infection qui arrivera après. Pas de traitement. De même pour les gens, il n'y a pas de traitement contre les virus, contre les bactéries évidemment si. Alors voilà, courte réponse. Vas-y pour la prochaine. Ok, alors, ok, non, c'est réagent vecteur de... Attends, 2 minutes, je cherche où j'étais. À partir de quel âge les poussins peuvent être vaccinés contre la bronchite? Et ça dépend du statut immunitaire, mais en principe, à l'âge de 1 jour par un vaccin atténué, ça dépend de la souche, évidemment. Et ensuite, ce qu'on fait en général ici, ici, nous utilisons à 12 jours d'âge un nouveau vaccin atténué. Et ensuite, pour les poulets de chair, c'est tout ce que nous faisons. Les vaccins et les souches sont en fonction de la quantité de pathogènes qui existent dans chaque pays et la fréquence d'infection contre ce virus. Alors, nous ne pouvons pas, je ne peux pas vous donner une formule absolue pour l'Afrique. Je peux vous donner une formule pour ce qui existe ici. Pour la formule de vaccination en Afrique, il faut savoir l'état de problème en Afrique même et selon ça, arriver à un programme efficace. Ok, alors pour terminer, est-ce que Amir, est-ce que tu peux partager l'écran et écrire ton email? Oui, un Ok, moment. tu l'as écrit déjà ou partagé et soit à la fin de présentation, soit sur un document Word en grand. Je l'ai préparé, attends, j'arrive et show screening. Ok. Vous, Ah, voilà, il y a là-bas, c'est écrit. OK. en bas, j'ai mon mail, vous avez mon mail, vous êtes invité à m'envahir avec des questions.